Marseille. Sous le soleil azuréen, la plus vieille ville de France. Avec son port et ses pêcheurs, ses monuments, c'est aussi un reflet de la modernité. Sous ces airs de cartes postales, Marseille cache une réalité sociale bien plus complexe. Ici, encore 25% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Des habitants qui ne trouvent plus leur place dans ces nouvelles installations. Si le tourisme explose, la ville peine à attirer de nouveaux habitants, car certains quartiers s'adaptent mal au changement. L'identité de Marseille est-elle en train de se diluer dans la gentrification ? C'est un matin comme les autres au centre-ville de la cité phocéenne. Je m'excuse d'avoir du poisson frais. À quelques pas du vieux port, le Panier. C'est le cœur de Marseille. Ici vivent encore des familles, depuis des générations. C'est le quartier des primes aux arrivants. Le dortoir des travailleurs du port a conservé le charme de ses habitations vétustes. C'est le fief d'une population aux revenus modestes. Comme Janie, qui habite ici depuis toujours. Ah, mon chéri. Oui. T'es belle, hein? Comme un peu chaud. Enracinée dans cette grande famille, elle y a tissé des liens. Bonjour ma belle. Ça va Nat? Elle garde des souvenirs de ce lieu authentique. En 1930, mon grand-père a acheté l'immeuble. Et eux sont arrivés en 1913 à Marseille. Ils habitaient rue Montbrion. Mais ma mère, tous ses frères et sœurs, ils sont tous nés là-bas. Donc on est du panier. Tu sais, c'est comme dans les petits villages où ils sont très peu et qui sont proches les uns des autres. Ben nous, c'est quand même assez grand, mais on se connaissait presque tous, on était tous proches les uns des autres. Dans ces rues, Janie ne trouve plus de commerce de proximité. Elle doit se rendre dans les grandes surfaces, plus loin. On avait des charcutiers dans la rue de l'Évêché, on avait deux charcutiers. Mais alors, je te dis pas deux bons charcutiers. Dans la rue du Panier, on avait deux charcutiers. Il n'y a plus rien. À la place, des boutiques de souvenirs. Dans ce musée à ciel ouvert, les touristes sont de plus en plus nombreux. Moi j'aime bien, c'est assez typique, on aime bien. Ouais. Il y a des petites ruelles qui font penser à des ruelles d'Italie, très sympas, avec des places comme ça, calmes. Il est mignon et puis... Parce qu'il n'y a pas de voiture. Ouais, il est plus propre que la moyenne des quartiers marseillais. On se sent pas en plein cœur de Marseille en fait. Ça fait petit village, alors qu'on a toute l'agglomération autour. Si la balade est agréable, le quotidien des habitants du Panier a changé. Nordune, ils ont cuit les bruschettas? Cette boulangerie est la dernière dans le quartier. Bonjour, allô? En dehors de la période estivale, Zora peine à faire fonctionner son établissement. C'est comme ça, c'est la vie. Depuis 1 an, la boutique est en vente. Merci ma chérie. Avant, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas de muséum, il n'y avait pas de villa Méditerranée, il n'y avait pas tout ceci. Il y avait un grand jardin. On amenait les tapis. C'était convivial. Il y avait des familles du Panier, et d'ailleurs qui venaient au muséum qui est d'aujourd'hui et qui partageaient la vie de tous les jours, tous ensemble. Elle va quitter le Panier où elle ne se sent plus à sa place. Un pain bagnat? Nordine, regarde le bruschetta qu'elle brûle pas. Il faut que le Panier se réveille, qu'on fasse des choses au Panier même, pour faire revenir le monde, pour que le Panier redevienne vivant. Parce que là, le Panier, il est en train de mourir. Doucement. Si la fréquentation touristique rythme la vie du Panier, c'est en raison de sa proximité avec un gigantesque projet d'aménagement, Euroméditerranée. Débuté en 1995, c'est le plus grand d'Europe. 5 millions de visiteurs profitent chaque année des nouveaux musées et des centres commerciaux. Euroméditerranée a investi 7 milliards d'euros d'aménagement
autour du panier. L'opération s'est aussi engagée dans la reconquête des espaces populaires, comme la rue de la République. Par sa localisation, elle est finalement intégrée au projet. Ça nous a coûté plus de 6... L'idée de la rue de la République, c'était de relier le port historique, le vieux port, au nouveau port de la Joliette, sur cette rue qui fait à peu près 1 km 3 à 4 de long. Avec une idée très précise, c'était pour le coup faire venir une population du sud vers le nord, vers les nouveaux quartiers que représentaient la Joliette et le port, faire venir, on dirait aujourd'hui, des classes moyennes ou des CSP+, de les faire venir dans des bâtiments de qualité. Et c'était un projet qui était entièrement privé. Pourtant, la rue de la République est encore loin du Champs-Élysées marseillais. Les travaux débutent en 2004 pour redonner à l'artère haussmannienne son éclat. Mais les façades rénovées et le tramway n'ont pas empêché son échec commercial. 10 ans après, encore 55% des locaux commerciaux sont inoccupés. On a l'impression d'être à Paris avec les immeubles là, et on se demandait pourquoi tout était fermé. Je crois que c'est un manque de moyens, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, ou peut-être que les loyers sont trop chers, peut-être. Moi, le seul défaut, c'est encore la pauvreté. Parce que pour moi, c'est le quartier le plus pauvre de Marseille, le premier et le 3e arrondissement, avec le panier le 2e. Changer le visage du centre n'est pas si facile. Ce phénomène, c'est la gentrification. Le remplacement d'une classe populaire par une classe sociale supérieure. Les premiers impactés sont les habitants, incapables d'assumer la hausse des loyers. Antoine Quadra est locataire d'un appartement dans le quartier depuis 30 ans. Il l'a vu se désertifier au fil des rénovations urbaines. Ah, ça touche le panier d'ailleurs. On était finalement Marseille, le dernier centre-ville d'Europe à avoir une population pauvre au centre. Tous les autres avaient réformé, avaient mis des riches, y compris à Lyon. Donc il a fait venir les fonds de pension américains qui ont dit « nous, on va rénover ». À l'époque pourtant, la rue était habitée. Ils ont eu une politique brutale à l'américaine. C'est tout le monde dehors. Tout le monde a reçu les lettres pour partir, expulsion et compagnie, menaces, etc. Ils savaient que la population était en grande partie composée de gens pauvres qui n'avaient pas l'éducation pour se défendre ni les moyens financiers. Comme beaucoup d'habitants de la rue, Antoine Quadra s'est engagé dans une lutte pour conserver son logement. Protégé par la loi de 1948, il a bénéficié du droit au maintien dans les lieux à la fin du bail. Regardez ce qu'il y avait sur la République. Cet appartement date de 1875, comme en témoigne l'architecture. Voilà, alors bon, ici vous avez les pièces caractéristiques des maisons haussmanniennes, hein, donc avec les corniches, les doubles corniches et les rosaces. Voilà. Alors quand ils font les rénovations, ils descendent les fenêtres et ils mettent un faux plafond. Donc ils éliminent les corniches, on ne les voit plus, c'est terminé. Ils les cassent, ils les enlèvent, c'est terminé, hein, c'est dommage. Voilà un petit accident, j'ai cassé la poignée de la cafetière. Après les travaux dans les immeubles, l'espace est rentabilisé au maximum. Les appartements de 100 mètres carrés sont découpés en T2 à 700 € par mois. Avec le départ des habitants, l'identité du quartier se perd. Les nouveaux locataires s'installent. C'est 2 €. Le 18 a été terminé, ils l'ont loué, on n'a aucun contact avec ces gens-là, les nouveaux arrivants. On ne les connaît pas, aucun, rien. Nous, autant avant, les gens du quartier se côtoyaient, ceux-là, on ne les connaît pas, on n'en connaît aucun, ils ne se sont jamais mélangés avec personne. Un quartier comme ça, il faut des décennies pour rénover un quartier. Et eux, ils ont cru qu'en foutant les gens dehors, qu'on allait faire, qu'il allait venir des riches, que ça allait être... Vous le voyez le résultat. Dans les nouveaux appartements, le prix au mètre carré a triplé. Ce patrimoine appartient depuis 2004 à 2 sociétés immobilières privées. Parmi elles, ANF, qui détient un tiers du boulevard. Même si les acquéreurs sont rares, pas question de changer de stratégie commerciale. Ils ciblent en majorité des classes aisées. On a implanté il y a peu de temps King Jouet, qui est une enseigne de jouets qui n'était pas présente en centre-ville. Et en bas de nos logements, nous avons mis Naturalia, nous avons mis Picard, nous avons un institut de beauté, donc on a plusieurs commerces. Il y a aussi des axes sur lesquels on travaille, comme par exemple les écoles, parce que dans cette partie de Marseille, on n'a pas une bonne école privée. Et pour les familles, ça peut être un point aussi. Pourtant, la République ne décolle pas. Ce soir-là, dans la rue d'1 kilomètre, une seule enseigne est allumée. Dans cette friche, c'est la culture qui tente de faire vivre le quartier. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes avec Marseille. Parce que c'est pas une ville super méga accueillante.
Stéphane Sarpeau a ouvert ce local associatif en 2013, quand la ville est élue capitale européenne de la culture. C'est un lieu de partage, accessible à tous. La rue de la République, c'est une rue qui a 150 ans, qui n'a jamais marché, parce qu'elle a été percée pour faire venir les bourgeois de l'Estac ici. Sauf que, comme à Marseille évidemment, ils ont oublié que pour faire venir les bourgeois ou des gens, il fallait leur proposer autre chose qu'une rue. Il fallait proposer des services publics, des transports, des jardins, des écoles, etc. Des artistes encore peu connus du grand public sont souvent exposés dans la galerie. L'endroit est un laboratoire d'idées où les visiteurs imaginent Marseille en 3013 en réfléchissant à des initiatives, des projets, loin de leur quotidien. On a redéfini notre projet en imaginant qu'on on travaillerait sur une utopie, c'est-à-dire la ville dans laquelle on rêve de vivre. Une ville plus à l'écoute des besoins de sa population. Engagée dans la transformation de son centre, Marseille est devenue plus belle, plus attractive. Les grands projets urbains lui ont redonné une image internationale. Mais dans sa transition, les Marseillais reprochent à la ville d'occulter son identité. Même si on veut faire une intervention forte sur l'espace public ou sur un quartier, un, on n'est pas sûr que ça réussisse, et deux, étonnamment, on n'est pas sûr du résultat. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'irrésolu dans les projets urbains. Pourquoi certains quartiers prennent, d'autres pas, pourquoi les gens s'y trouvent bien ou pas. En misant sur le profit économique, les acteurs du changement ont oublié le contexte social de ces quartiers. Il faudra encore compter plusieurs années avant de trouver un équilibre entre l'authentique et la modernité, entre les anciens et les nouveaux Marseillais.